D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et qui m'était bon à tout. Louis XIV. Mille ans d'histoire, Patrice Gélinet. Le 25 juin 1673, parmi les cadavres des 50 mousquetaires qui venaient d'être tués devant la forteresse hollandaise de Maastricht, Louis XIV reconnut celui de leur chef, Charles de Bas de Castelmore, plus connu sous le nom de d'Artagnan. Le roi en fut tellement affecté qu'il écrivit aussitôt à la reine « J'ai perdu d'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et m'était bon à tout. » Puis, à l'insu de tous, Louis XIV fit célébrer une messe dans sa chapelle privée en l'honneur de ce soldat qu'il avait fait maréchal de camp et capitaine-lieutenant de la première compagnie de ses mousquetaires. Mais l'histoire aurait sans doute oublié d'Artagnan si 170 ans après sa mort, Alexandre Dumas n'en avait pas fait le plus populaire de ses 3 mousquetaires qui, comme chacun sait, étaient en réalité 4. Aramis, et vous Porthos? Et Athos? Où est Athos? Il est malade. Malade? Un mousquetaire? Tonnerre! Qu'est-ce que vous voulez? Un certain monsieur d'Ortolan de Gascogne insiste pour être reçu, monsieur. De Gascogne? Qui vous envoie? Mon père, monsieur d'Artagnan. Vous êtes le fils de d'Artagnan, you Biban, un Gascon, comme moi. Et qu'est-ce que vous voulez? Entrez au mousquetaire du roi. Alors, les gardes du cardinal! Pour le cardinal! Pour le roi! Un pour tous. Tous! Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Alors tous ceux qui, comme vous, comme moi, comme beaucoup de gens, ont lu Alexandre Dumas ou ont vu les innombrables films qui ont été inspirés par ces 3 mousquetaires connaissent bien sûr tous le nom de d'Artagnan, mais sans savoir toujours qu'il a bel et bien existé, ce que vous rappelez dans un livre, Le véritable d'Artagnan, pas tout à fait le même que celui du roman d'Alexandre Dumas. Vous rappelez aussi d'ailleurs qu'avant Dumas, quelqu'un d'autre avait rappelé l'histoire très romancée, d'ailleurs, l'histoire de d'Artagnan, c'était un certain Gatien Courtils de Sandras. Voilà, c'est de lui que s'est inspiré Dumas. Absolument, il y a trois d'Artagnan. D'Artagnan ou le triple mousquetaire. En fait, le d'Artagnan de Dumas n'est pas celui de la réalité, bien sûr. Le d'Artagnan de Courtils non plus. Et le seul vrai, c'est celui qu'on découvre dans les archives, dans les mémoires du temps. Et alors les personnages, évidemment, les 3 personnages ont un rapport entre eux, mais il n'est pas toujours facile, si on part de Dumas ou si on part de Courtils de Sandras, de découvrir le vrai d'Artagnan. Courtils de Sandras qui avait écrit des mémoires apocryphes de d'Artagnan, c'était pas en fait les vrais. Alors nous avec vous, on va essayer de faire la part du vrai et du faux, de parler du véritable d'Artagnan qui était, ça c'est la vérité, qui était gascon, qui s'appelait Charles de Bas de Castelmore. Pourquoi d'Artagnan? Alors, parce que son père, donc qui s'appelait Bertrand de Basse et qui était propriétaire d'une petite gentilhommière qui existe toujours de Castelmore, auprès du village de Lupiac, donc dans le Fezensac, parce que son père a épousé Françoise de Montesquiou d'Artagnan, une très grande famille, alors que les de Basse descendent en fait de marchands gascons. Eh bien, il s'est élevé évidemment dans la noblesse en épousant cette Françoise de Montesquiou d'Artagnan, et tout naturellement les enfants de ce couple, il y en aura 6, vont porter le nom de d'Artagnan. En particulier, notre Charles de Bas de Castelmore, Charles Augier de Bas de Castelmore, qui se fera appeler d'Artagnan, et même comte d'Artagnan. En fait, il n'y a jamais eu de comté d'Artagnan. Surtout qu'il n'avait pas le droit de porter le titre de comte, dans la mesure où, vous le rappelez aussi, Jean-Christian Petit-Fils, c'est le dernier d'une fratrie, il est le 6e enfant, le dernier, un cadet. Alors c'est un cadet de Gascogne. Au moins, on sait que c'est au moins le 2e. On n'est pas totalement sûr de l'ordre. Il a un frère qui s'appelle Paul, qui lui aussi montera à Paris. Donc toute l'idée essentielle de ces garçons, c'est de quitter la maison familiale. On a un inventaire du château de Castelmore en 1635. C'est presque le château de la misère du capitaine Fracasse. C'est pauvre. Il y a aussi une pauvre cavale, un poulain roux, comme dans Dumas. Dumas n'a pas été voir les archives, mais là on a quelque chose qui correspond exactement. Alors il part, on prend la route de Paris et puis on va
va trouver un emploi dans les troupes du roi. Le maréchal de Gassion a fait la même chose, le maréchal de Gramont aussi, et puis un Béarnais, le comte de Tréville ou Troisville, qui sera capitaine des mousquetaires. Et voilà donc l'idée de D'Artagnan, c'est d'entrer dans cette prestigieuse compagnie. Oui, parce que les mousquetaires, bien sûr, ça existait. Vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, c'était même effectivement une unité d'élite. Hein. C'était voilà, le rêve pour quelqu'un qui avait la vocation militaire ou le goût des armes, c'était d'être mousquetaire. C'était pas rien. Ah non, c'est une troupe d'élite, en même temps une troupe de parade et une troupe qu'on utilise au combat. Alors l'origine des mousquetaires, c'est d'abord une petite troupe de gentilshommes qui avait été composée par Henri IV et qu'on appelait les carabins, parce qu'ils portaient une carabine. Bon. Et en 1622, Louis XIII va enlever les vieilles carabines et va les remplacer par des mousquets, et c'est à ce moment-là que cette compagnie de gentilshommes va prendre le nom de mousquetaires. C'est une centaine de maîtres, ils servent à cheval, et après ils pourront aussi également dans les combats servir à pied. Et en 1634, Louis XIII prendra le titre de capitaine des mousquetaires, et Monsieur de Tréville sera simplement capitaine-lieutenant. Et c'était à l'époque de Louis XIII et d'un certain cardinal qui n'aimait pas du tout les mousquetaires du roi. Son éminence le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice. Justice? Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes. Diantre. Une épidémie? Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien était-il donc? 3. Et il en reste? 4. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, éminence. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire. Et oui, Richelieu l'avait lui-même remarqué, les 3 mousquetaires étaient en réalité 4. Alors là, on va encore faire la part entre le vrai et les faux. Nous avons vu avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, que D'Artagnan avait véritablement existé, mais ce que j'ignorais, c'est que ses compagnons, Athos, Porthos et Aramis, avaient eux aussi existé. Oui, alors on n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés. Il y a un décalage un peu de génération, il y a 7-8 ans de différence probablement entre eux, mais Courtil de Sandra en parle, les présente comme des frères, 3 frères. En fait, ce sont pas des frères, ce sont des parents et des Béarnais ou des Gascons. Nous avons un nommé Athos qui s'appelle Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville. Et autre lieu découvert à marée basse, parce que son nom est plus long sans doute que ce qu'il y a à dire sur lui. Voilà, alors on sait qu'il meurt au Pré-aux-Clercs en 1643, probablement d'un duel. S'il a connu D'Artagnan, ils ne se sont pas connus très longtemps. Ensuite, on a un certain Isaac de Porto, qui a été mousquetaire, on le voit dans un rôle, donc dans une liste PORTAU en 1641, mais D'Artagnan n'est plus mousquetaire à ce moment-là. Et il se retire dans son château de Béarn, le château de Lannes, qui existe toujours. Et puis le dernier, c'est Henri Aramitz, qui est abbé laïque d'Aramitz. Donc Dumas en a fait un véritable ecclésiastique, ce n'est pas un ecclésiastique, qui est mousquetaire lui aussi en 1641, donc dans la compagnie de son cousin, Monsieur de Tréville. Voilà, donc ce sont ces personnages utilisés déjà par Courtil de Sandras, qui a écrit les mémoires de Monsieur d'Artagnan en 1700, dans lequel Dumas va venir largement puiser l'inspiration de son roman. Alors Athos, Porthos et Aramis, même s'ils n'ont pas nécessairement rencontré D'Artagnan, sauf dans le roman de Dumas, ils ont existé. Est-ce que Milady, l'abominable Milady, a vraiment existé, Jean-Christian Petit-Fils? Eh bien oui, elle a existé. Elle s'appelait Lady Carlisle, c'était la fille du comte de Northumberland, et c'était la maîtresse de Buckingham. Et elle est impliquée dans l'affaire des ferrets de diamants dont nous parle La Rochefoucauld dans ses mémoires. C'est le seul auteur à en parler. Alors on n'est pas certain que cette histoire soit vraie. Encore que moi j'aurais tendance à considérer qu'elle est vraie, parce que La Rochefoucauld a été l'amant de Madame de Chevreuse, et Madame de Chevreuse lui a raconté beaucoup d'histoires liées à ces amours entre Buckingham et Anne d'Autriche. Mais la vérité, c'est que D'Artagnan n'a pas du tout été mêlé à cette affaire. Et non, puisqu'elle
s'est passé en 1625, je Voilà. crois, et qu'il avait 12 ans. Donc il était Voilà. encore dans sa 12, Gascogne 13 ans. et pas en âge d'aller Voilà. sauver la reine de cette sinistre affaire. Alors en fait, il n'est pratiquement pas connu à l'époque de Louis XIII et de Richelieu. C'est à la mort de Louis XIII qui va prendre de l'importance, vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, lorsque Louis XIV, son fils, était trop jeune, il avait 5 ans, il y avait donc cette régence avec sa mère, Anne d'Autriche, et avec le cardinal qui a le plus compté pour D'Artagnan, qui n'était pas Richelieu, c'était le successeur de Richelieu, c'était Mazarin. Et là, comme dans toute période de régence, il y a cette agitation terrible qui s'appelle la Fronde, et là, on va voir D'Artagnan fidèle à Mazarin, fidèle à la reine Anne d'Autriche. Il va prendre des risques et là il se rapproche du pouvoir réellement. Oui, D'Artagnan, on a juste du temps de Louis XIII un rôle d'une compagnie des mousquetaires où il apparaît en 1633. Et puis il disparaît, on ne sait plus ce qu'il devient. En 1646, il devient, donc 2 ans avant la Fronde, il devient gentilhomme ordinaire de Mazarin. Donc il appartient à la suite de Mazarin. Et Mazarin l'utilise comme courrier pour porter des missives secrètes à la reine en particulier. On lui donne des missions diplomatiques, des missions militaires. À partir de 1752, il obtient une lieutenance aux gardes, sous la pression, enfin sous le piston, disons, de Mazarin, ce qui d'ailleurs ne provoque quelques remous au sein du régiment des gardes. Il deviendra capitaine des gardes. Donc c'est vraiment l'homme de confiance de Mazarin, et il sera légué à Louis XIV de cette manière. Il n'accédera au rang de sous-lieutenant des mousquetaires qu'en 1658, au moment de la reconstitution de la compagnie des mousquetaires qui avait été cassée quelque temps après la mort de Louis XIII. Alors là, il commence à jouer un rôle important, surtout lorsqu'en 1660, eh bien, le cardinal et la reine, la mère de Louis XIV, décident de marier le jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne, et c'est D'Artagnan qui sera chargé d'escorter le roi, sa mère et le cardinal dans la ville où le mariage doit avoir lieu. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans 10 jours, ici même, à Saint-Jean-de-Luz. Sa Majesté, la Reine. La partie est gagnée. Dans 4 jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans 10, notre roi sera marié. Et vous? Pourrez-vous marcher dans 4 jours? Moi, je préférerais m'y traîner à genoux. Nous vivons sous merveilleux, puisque je la tiens.